Bienvenue à Mille et une Cultures, votre émission sur la diversité culturelle. Une nouvelle saison, la 9e, avec une nouvelle mouture. On passe plus de temps avec un invité ou une invitée, 18 à 20 minutes, et on finit l'émission avec le coup de cœur de l'invité ou de la rédaction. Donc, ne vous en faites pas, on a toujours notre côté artistique, littéraire, culturel. Et entre deux, nous aurons toujours la chronique « On dit quoi ?» de Myriam Matondo. Alors, pour ouvrir cette saison, nous avons avec nous Madame Sandra Elelou, conseillère de Souvenirs Label. Bonjour Madame Elelou. Bonjour Madame So, comment allez-vous? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et Madame Elelou, vous êtes définie comme une personne très dynamique, avec un parcours qui vous prédestinait à la politique. Expliquez-nous un peu comment ce parcours vous a mené à votre poste de conseillère. Alors, pour commencer, je vais vous remercier de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur d'être dans votre émission. Et pour répondre à votre question, je vais peut-être vous surprendre. Je vous dirais que si on m'avait posé la question il y a 4-5 ans en arrière, je vous aurais dit jamais, mais au grand jamais, je ne serai une politicienne un jour. Je m'explique. Alors, comme vous le savez, mon nom de famille en témoigne. Je suis d'origine libanaise. Et j'ai grandi dans une famille dans laquelle les conversations et le sujet politique est du quotidien omniprésent à tous les jours. D'accord. Pas toujours pour les bonnes raisons, malheureusement. Alors, j'ai grandi avec le refus et la volonté de ne rien savoir de la politique, l'associant toujours à du négatif. Par contre, on sait que notre pays a été déchiré par la guerre. Oui, le Liban. On n'a quand même pas une bonne expérience avec la politique à ce niveau-là. Et je suis née au Canada, au Québec, à Laval. J'ai grandi et étudié ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré mon refus de tout vouloir de la politique, j'ai été approchée en 2015 pour aider un ami à moi qui s'est présenté aux élections fédérales. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du porte-à-porte. Je vous ai rencontré. Il fallait juste... Exactement. Il fallait juste ça pour moi. J'ai fait du porte-à-porte. Et non seulement j'ai été agréablement surprise de voir l'impact positif de la politique, mais j'ai également réalisé à quel point cet impact-là est important dans le quotidien de nos citoyens, surtout au municipal, parce que je faisais du porte-à-porte pour le fédéral et tout ce qu'on leur répondait la plupart du temps, c'est « Désolée, madame, c'est de la juridiction du municipal, on ne peut pas vous aider. Alors, j'ai compris à ce moment-là à quel point l'impact d'un conseiller municipal ou d'une conseillère municipale était important dans la vie de nos citoyens, à quel point le travail de terrain était important et à quel point le citoyen étaient capables de nous donner leur juste en rapport à une problématique ou une solution. Donc, vous avez eu la piqûre à partir de cette expérience au fédéral. Absolument. Dans le Parti conservateur, par exemple. Ça veut dire que vous êtes une conservatrice. J'ai bien je le dis parce que je le sais. C'est notre rôle de savoir un peu aussi le J'ai bien dit que j'avais aidé un ami, donc je ne m'explique pas à ce niveau-là. Je ne vais pas me mettre d'un bord ou de l'autre. Mais effectivement, j'ai aidé. Mais ça prend quand même des valeurs pour adhérer à un parti, j'imagine. Est-ce que c'est des valeurs conservatrices qui vous parlent ou est-ce que... pourquoi avoir choisi le mouvement Lavallois le mouvement Lavallois. Après ce switch? Très bonne question. En fait, oui, les valeurs conservatrices viennent me chercher, pas à 100 évidemment. Pour une féministe également, je ne rentrerai pas dans la politique fédérale. Donc, je disais oui, elles viennent me chercher. Par contre, le mouvement Lavallois, là, j'ai eu mon coup de cœur au niveau de leur plateforme. Et une chose qui m'a beaucoup attiré l'attention également, l'équipe de M. Demers avait déjà un premier mandat lorsque moi, je me suis présentée avec eux. On avait déjà à la présidence du conseil municipal une femme. On avait déjà la parité au niveau du comité exécutif de l'équipe du mouvement Lavallois. La femme a sa place dans son équipe. Et quand on m'a approchée, j'ai eu de la difficulté à dire non à ce niveau-là. C'est quand même plus séduisant parce qu'ils avaient plus de chances d'être au pouvoir. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire? Absolument pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'équipe était ouverte à avoir une belle présence, une belle représentativité féminine. Et la plateforme en tant que telle est une plateforme à laquelle j'adhère. D'accord. Donc, une équipe diversifiée aussi. Oui, parlons de représentation féminine. Est-ce que vous avez une idée des proportions en termes de représentation au niveau du comité exécutif, au niveau du conseil municipal, puis au niveau de Ville de Laval? Absolument.
Au niveau du comité exécutif, comme je vous disais, on est à 50 donc moitié-moitié. Une parité. Au niveau, une parité exacte. Au niveau du conseil municipal, si je ne m'abuse, on a 8 femmes sur 22, d'où on n'a pas pu atteindre malheureusement l'égalité. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'on a l'enjeu de la plupart des candidates ou des femmes qui veulent se présenter et qui doivent jongler entre le travail et la politique. Donc, ça n'a pas été facile de recruter plus de femmes. Ça a été plus ça à ce niveau-là, la problématique. Peut-être pour convaincre les femmes qu'elles doivent investir ce champ-là, c'est quoi le quotidien d'une conseillère, puis comment le jumeler à une vie professionnelle ou de famille? Oui. Écoutez, je pense que c'est vraiment une décision personnelle qu'on décide de faire quand on se lance en politique. J'ai des collègues qui donnent peut-être moins d'heures, d'autres qui donnent plus d'heures. Ce qui est bien en politique, c'est qu'on est capable de gérer plus ou moins notre emploi du temps. Et on est capable également de se concentrer là où le citoyen a besoin de nous. Donc, moi, personnellement, je fais beaucoup de travail de terrain. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé non plus de le faire 7 jours sur 7, mais d'aller voir où sont les besoins, où sont les besoins criants et d'être présent au bon moment, à la bonne place, auprès des citoyens. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un horaire idéal pour la femme, mais je peux dire qu'elle peut facilement jongler entre la conciliation famille et travail si elle s'organise bien. Tout est à l'avance programmé, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là si on est bien organisé. D'accord. Et avant de venir à votre dossier que vous gérez, vous êtes quand même la conseillère d'une circonscription, d'un district, hein? C'est ce qu'on dit au municipal, d'un district. Souvenir Label, donc vous êtes sûrement au courant des enjeux de vos administrés. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quelles sont les demandes, en fait? Écoutez, je suis le secteur où il y a le plus de résidences de personnes âgées. Et je suis également responsable du dossier des aînés. Bien sûr, avec la pandémie qui a couru, qui court encore, c'est sûr que c'est la solitude, l'isolement, la précarité dans certaines résidences. Ça a été un très gros enjeu au sein de mon district. C'est sûr qu'on travaille de concert avec les organismes qui sont sur place, sur le terrain, pour pouvoir, du mieux qu'on peut, améliorer la situation de nos aînés. Donc, moi, ça a été un très gros enjeu, surtout présentement à cause de la situation pandémique. Ça a été très difficile de voir à quel point nos aînés ont été, ils sont en confinement, mais il y en a beaucoup qui ont été complètement isolés, soit par des familles qui ne demandent pas de leurs nouvelles, soit parce qu'ils n'ont personne au monde à part l'administration, puis la conseillère municipale qui appelle ou qui se présente à la porte pour voir si tout va bien au niveau de l'immeuble en tant que tel, parce qu'on n'a pas pu rentrer non plus pour s'assurer de ne pas les mettre en danger. Et ça, j'ai eu de la difficulté durant la pandémie à ne pas le faire parce que je suis quelqu'un, comme vous l'avez dit au tout début, qui est très présente et je fais presque une visite par mois par résidence dans mon secteur avant la pandémie. Donc, les gens me connaissent. J'ai des gens qui me connaissent mon nom, puis on s'entend quand on est aîné, des fois on oublie. Et quand je voyais que des gens me reconnaissaient, pour moi, c'était le plus gros cadeau qu'on puisse me donner. Donc, ça a été un enjeu difficile présentement en pandémie de ne pas pouvoir continuer à faire ce genre de visites et les écouter directement. D'accord. Parlant toujours de votre position de conseillère, puis la pandémie, et comment vous avez géré ça en termes de travail? Est-ce que, oui, des visites sur le terrain, sûrement un peu moins qu'avant le confinement et autres, mais en télétrravai ou en comité exécutif, est-ce que ça a été efficace quand même, cette période? Ça a toujours... Écoutez, on s'adapte. Hein? On a une pandémie qui vient de nous mettre dans une situation où on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. On s'est adapté. Côté efficacité, c'est tout aussi efficace au niveau des réunions, même que je pense le fait d'être chez nous concentré à 100% sur ce qu'on faisait, ça peut peut-être même nous rendre un peu plus productifs que dans un endroit où on socialise, qu'on le veuille ou pas. C'est ça. Par contre, je ne vous mentirai pas, le contact humain nous manque infiniment. C'est sans prix de pouvoir voir nos collègues et de pouvoir discuter sur des dossiers de vive voix que de devoir les appeler ou de devoir setter une rencontre sur Teams ou encore sur les logiciels qu'on a vus durant la pandémie. Puis les rencontres sur Teams, c'était toujours habillé chic ou bien en coton ouaté? Écoutez, il ne faut jamais demander ce qu'il y a en dessous de nos tables, mais le haut, c'était toujours très chic, très bien coiffé, très bien maquillé, mais le bas, écoutez, des fois, c'était les pantoufles, des fois, c'était les gros bas jusqu'aux genoux. Évidemment, dans le confort de notre maison,
On ne faisait pas l'effort maximal au niveau du code vestimentaire. J'ai du mal à y croire, mais j'aimerais bien voir ça. Vous êtes gentille. Voilà. Merci. On va prendre une petite pause pour aller voir Myriam Matondo dans la chronique On dit quoi, qui nous dit un peu c'est quoi les tendances, qu'est-ce qu'il faut aller visiter, qu'est-ce qu'il faut aller voir à Laval et dans les alentours. Donc Myriam, on dit quoi? Bonjour et on est heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de 1001 cultures. Aujourd'hui, je vous parle un peu de mode, la grande braderie de la mode québécoise qui fait découvrir les marques et les artisans d'ici. Elle se tient en ligne cette fois-ci en attendant une possible reprise au printemps prochain. Vous pouvez donc magasiner en ligne au braderieenligne.com. On reste dans les créations d'ici pour vous parler de Dans le sac, une marque de produits écologiques faits au Québec. Dans leur collection, vous trouverez évidemment des sacs réutilisables à personnaliser, mais aussi des essentiels de cuisine. De beaux produits à offrir ou à s'offrir, encore plus maintenant pour encourager l'économie locale. Parlant d'écologie et de réalité sociale, je vous parle d'un ciné-colo, une projection de film dans le cadre des rendez-vous lavallois pour l'environnement, organisé par le mouvement Laval en transition. Il s'agit du film documentaire Demain. C'est un film qui nous plonge dans le parcours de Cyril Dion et Mélanie Laurent, avec une équipe de 4 personnes qui, à travers 10 pays, pour comprendre ce qui pourrait provoquer une catastrophe annoncée pour 2100 et surtout comment l'éviter. Donc durant leur voyage, ils rencontrent des pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation en mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà. Ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain. Un lien pour accéder à la plateforme regardez-moi.ca de visionnement vous sera acheminé après l'achat de votre billet ou votre passeport sur le site caravane-transition.org. Pour toutes les informations, effettransition@lavalentransition.org. Le Festival Laval en Lumière tiendra son édition 2021 en ligne avec au menu une programmation qui nous promet une immersion dans ce que la gastronomie québécoise a de plus émergent. Mettons l'accent sur les producteurs et les artisans locaux. Des découvertes donc dans le confort de chez vous et 4 web-séries composées de 22 épisodes à découvrir sur le site internet du festival. Le Festival Montréal en Lumière, c'est en ligne jusqu'au 28 mars. Découvrez toute la programmation sur Facebook et sur montrealenlumière.com. Alors, Madame Elelou, des journées occupées, une position aussi au niveau du conseil municipal qui vous donne beaucoup de responsabilités. On pense au dossier de conditions féminines, on pense au tourisme, c'est quand même des gros dossiers. Les aînés aussi. Puis, je sais que vous êtes personnellement impliqué au niveau de la réussite scolaire des jeunes, un dossier qui vous tient à cœur parce que vous avez une formation d'enseignante. Je pense exactement que, en fait, ce que j'essaie de faire également, c'est durant la semaine de la persévérance scolaire, j'essaie de faire un tour dans mes écoles de secteur et j'essaie d'encourager les jeunes, leur expliquer un peu l'importance d'aller plus loin, de les encourager, etc. Mais je leur montre également surtout aux jeunes filles, parce que c'est important de démontrer par l'exemple que ce n'est pas nécessaire de commencer dans un domaine et de terminer dans ce domaine-là également. Donc, j'ai commencé personnellement en enseignement, comme vous l'avez dit. Et pour le moment, je suis en politique. Je ne sais pas où je vais aboutir par la suite, mais on a besoin de défis. Et ces jeunes-là, par l'exemple, j'ai vu plusieurs jeunes filles avec les yeux brillants qui n'avaient jamais pensé à s'intéresser à la politique ou même qui ne savaient pas qui était la conseillère du secteur ou qui s'occupait de requêtes ou de demandes citoyennes. Elles n'ont presque pas d'éducation à ce niveau-là. Donc, j'apporte avec moi des exercices informatifs et je demande toujours à l'avance à la direction si je peux rentrer pendant 1 heure et demie et je fais
6 à 8 classes, si je peux, durant cette journée-là, pour justement les sensibiliser à la politique et piquer leur curiosité un petit peu. Voilà. Et j'imagine aussi une sensibilisation à la condition féminine. Absolument, absolument. Être une féministe. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que c'est être une féministe pour vous, Madame Elelo? Je vous dirais que je ne me compte pas comme une féministe extrémiste. Je suis une féministe. Est-ce que ça existe, ça, une féministe extrémiste? Oui, je pense que oui, puis j'ai absolument pas de problème en rapport à ça. Par contre, en tant que conseillère municipale, je pense que la condition féminine doit être menée de front par les hommes autant que par les femmes. C'est là, je pense, qu'on peut faire une différence et une amélioration dans la situation de la femme, parce que plusieurs recherches, plusieurs conférences nous ont été données et il s'est avéré que les postes décisionnels où la femme peut être embauchée, où elle peut monter dans la hiérarchie, ce sont des hommes qui ont ces postes-là. Alors, si ces hommes-là ne sont pas sensibilisés, si ces hommes-là n'ont pas, comme nous, cette vision de vouloir voir la femme monter, bien, on ne peut rien faire à ce moment-là. On peut crier tant qu'on veut, les femmes toutes seules d'un bord, les hommes d'un bord. Il n'y a rien qui va s'améliorer. Alors, pour moi, c'est de travailler ensemble. Une féministe qui pense que ça se fait autant du côté masculin que féminin. Mais le danger, est-ce que ce n'est pas de croire qu'il faut convaincre les hommes au lieu de prendre la place, qu'il faut les convaincre? C'est sûr que je pense que c'est un travail qui va de concert. On prend la place, bien sûr, mais on les convainc d'un bord également. Je pense que c'est la meilleure façon d'aboutir à ce qu'on veut. Exactement, aboutir à l'égalité et à la parité. Mais je vois quand même des grands influenceurs qui poussent la condition féminine, et ne posez pas de questions sur les noms, parce que je vous voyais venir avec certains noms. Je n'irai pas là-dedans. Je vois des grands influenceurs, dont, par contre, je vais le dire, notre premier citoyen, M. Demers, je l'ai déjà dit, met beaucoup la femme de l'avant et laisse la place à la femme dans son parti. On a des beaux dossiers. Les femmes sont responsables de beaux dossiers au sein du parti. Voilà. Parlons du dossier de conditions féminines. Oui. Depuis que vous l'avez en charge, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations? Tout à fait. J'imagine. Tout à fait. Écoutez, tout a commencé, par contre, je vais vous parler du Conseil des Lavalloises. Ben oui, c'est de ça dont j'allais parler, j'imagine. Évidemment. Alors, tout a commencé en 2017. Je n'étais pas encore élue. J'ai mes consoeurs, Mme Dufour ainsi que Mme Révélakis, qui avaient proposé au conseil municipal la formation de cette instance consultative qui est le Conseil des Lavalloises. Et c'est moi qui ai eu l'honneur, après mes élections, d'accueillir pour la première fois, historiquement, à Laval, le premier Conseil des Lavalloises. Alors, le Conseil des Lavalloises est constitué de 13 femmes qui représentent la diversité de la population féminine à Laval. Et si vous avez, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir leur profil, elles viennent d'un peu partout, des expériences personnelles différentes et des expériences professionnelles différentes. Et ça représente vraiment la population féminine. Comme je l'ai dit, elles sont consultées. Donc, présentement, j'ai fait, en 2019, j'ai présenté au conseil municipal la proposition de leur donner leur premier mandat. Elles vont se pencher sur l'implantation d'une première politique d'égalité entre les hommes et les femmes, basée sur 3 axes, évidemment. Elles vont nous remettre un avis qui va commencer la création et l'implantation de cette politique-là. Puis, est-ce qu'on peut avoir les 3 axes dont vous parlez? Oui, effectivement. Donc, le premier axe, ça serait de se pencher sur la création et l'implantation de la première politique d'égalité entre les hommes et les femmes à la ville de Laval, évidemment. Le deuxième axe serait de nous donner un paragonnage sur les autres villes et MRC autour de nous qui ont déjà implanté une politique similaire. Et le troisième axe serait à ce moment-là de nous donner les recommandations sur les points importants en rapport à la mise en place de cette politique-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une échéance, une durée? Tout à fait. Prévue? Elles nous reviennent avec leurs recommandations en 2022. D'accord. Et j'ai oublié de dire qu'elles sont membres de ce comité-là pendant 2 ans.
Donc, d'accord. Et on a une présidente. Okay. On a une Puis, ça veut dire que les 13 qui ont été choisis comme membres de ce conseil-là vont rester pendant 2 ans. Tout à fait. Donc, est-ce qu'après 2 ans, 3 ans, vous gardez les mêmes membres ou on ne le sait pas. Vous consultez encore on va reconsulter le comité de gouvernance. De 2 ans. Voilà, c'est un comité de gouvernance qui a choisi les dames, puis ça va être à lui de décider si on continue de l'avant ou si on change. Voilà. Donc, à part les politiques d'égalité, oui. J'imagine qu'il y a aussi des enjeux de violence. On a vu qu'il y a eu récemment un féminicide, il y a eu aussi le décès d'une petite fille dans des conditions assez troubles. Tout à fait. Ça vous rejoint et c'est quelque chose qui est dans vos dossiers, j'imagine? Oui. Pour commencer, c'est extrêmement fâchant et triste de voir qu'en 2021, une ville comme Laval est encore témoin d'actes aussi aberrant envers la femme, parce que c'est pas parce que c'est une petite fille que c'est pas un féminicide, il faut le dire. Au niveau de la ville de Laval, on a sur la place Claude Léveillé un carillon qui rend hommage aux 14 femmes qui ont été victimes de la tuerie de la Polytechnique à Montréal. Donc, c'est un positionnement de la ville de Laval au niveau monumental. Et nous avons présenté une proposition au conseil municipal en 2018 également. C'est ma consoeur, Mme Demel, qui l'avait présentée pour être une municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, nous travaillons de concert avec la table de concertation en conditions féminines, avec les organismes féminins, avec les maisons d'hébergement et avec le Centre de prévention de suicide. On travaille tous ensemble pour être capable justement d'améliorer la condition de ces femmes-là et de s'assurer quand on peut de pouvoir les protéger. Voilà. On arrive au terme de l'entrevue, Madame Elelou, une entrevue qui va être diffusée pendant la journée, la veille de la journée de la femme. Est-ce qu'il y a des activités prévues brièvement pendant cette journée? Je vous dirais que je vais garder ça pour une surprise. Moi aussi, je vais vous faire des surprises. Je vous invite à suivre ma page sur les réseaux sociaux, ma page Facebook et ma page professionnelle sur Instagram. Vous allez avoir une excellente surprise. Je ne vous dirai pas ce qu'il y en a. Le secret. Madame Elelou, on va se quitter sur un coup de cœur, une chanson qui vous parle. Quelque chose que vous avez choisi. Qui me parle, oui. Eh bien, je vais vous dire un peu plus haut, un peu plus loin de la grande chanteuse Ginette Renault. Pourquoi? C'est une femme que j'ai toujours admirée, qui a tracé un chemin dans un temps où les femmes n'étaient pas très... étaient rares sur la scène artistique. Avec la force de sa voix, son caractère, son leadership. C'est une femme que j'admire énormément. J'adore sa voix aussi. Et les paroles sont très inspirantes. Alors, je vous l'offre et je l'offre à toutes les femmes pour la Journée de la femme. Et en fait, j'espère ne plus avoir à fêter cette journée-là. Faire en sorte qu'on n'a pas besoin de la souligner, qu'on a égalité, parité. Je pense qu'à ce moment-là, le dossier de la condition féminine va disparaître également. C'est ce que je souhaite. Merci aussi à vous qui nous suivez de la maison. Puis, n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos suggestions, ce que vous pensez de l'émission, puis ce qu'on peut améliorer. Puis, si vous voulez y participer aussi, n'hésitez pas à nous écrire à info@tvrl.ca. Nous allons nous quitter donc avec cette magnifique chanson de Ginette Renault, une chanson d'ailleurs que va nous présenter en peu de mots Myriam Matondo. Un peu plus haut, un peu plus loin, une chanson qui a propulsé la carrière de Ginette Renault, qu'elle a interprétée en 1975, est une composition de Jean-Pierre Ferland de 1969, qu'on vous laisse écouter maintenant. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut.
tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau. C'est beau. La mer, plus petite que soit. Mais tu ne me vois pas. Plus loin, plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut et c'est encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si l'on descend sans tomber. C'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. C'est beau. C'est beau. La mer, plus petite que soit. Mais tu ne me vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. Peut-être bien, peut-être bien.